Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. 2 fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous investissons le Théâtre des Amandiers à Nanterre où se déroule un parcours un peu spécial, fait de films, de sons et d'un certain livre d'images. Bonjour Fabrice Aragno. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, aux Amandiers, près de Paris, où vous avez participé à la conception d'un parcours consacré à Jean-Luc Godard. Vous travaillez auprès de lui depuis de nombreuses années et vous avez participé à l'image, au son, au montage et à la production, comme à l'étalonnage, de nombreux de ses films, entre autres Film Socialisme en 2010, Adieu au langage en 2014 et plus récemment le livre d'images qui a reçu la Palme d'Or spéciale du Festival de Cannes en 2018 et donc présenté ici aux Amandiers dans un dispositif d'accueil pour la première fois en France. Vous avez aussi collaboré avec le metteur en scène de théâtre et de cinéma Pippo Del Bono, notamment sur ses films Vangelo en 2016 et Sang en 2013. Et surtout Amore Carne qui est Amore Carne en 2010. 2011. 2011. Et vous êtes également réalisateur de nombreux courts-métrages, parmi lesquels Dimanche, sélectionné à Cannes en 1999, le film tableau L'Invisible en 2013 ou encore Suite lacustre en 2019, film sur le lac Léman, d'ailleurs exposé dans une installation surprenante au milieu de ce parcours, nous en reparlerons. Oui. Alors votre collaboration créatrice et complice avec Jean-Luc Godard, votre utilisation de la technologie numérique depuis les années 2000 ou encore l'accueil réservé aux livres d'images ici au Théâtre des Amandiers, nous allons parler de tous ces sujets avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Une première question, Fabrice Aragno. Oui. Quel serait le mot juste pour décrire ce que vous faites dans la vie ? Le mot, je ne sais pas, parce que moi, le cinéma, c'était le moyen de pouvoir s'exprimer autrement que par les mots. Comme la peinture, la danse ou la musique. Donc, je ne sais pas le mot juste, ni le juste mot pour dire ce que je fais. À part que c'est quelque chose à voir avec les mains, effectivement. Enfin, c'est sans aller chez Denis de Rougemont et sans citer le film de Jean-Luc, mais n'ayant pas fait vraiment d'études littéraires, de grandes diplômes et machin, j'ai fait des choses plus techniques et j'ai surtout très vite travaillé avec mes mains dans le théâtre de marionnettes d'abord, puis j'ai essayé de retrouver cette liberté qu'il y a dans le théâtre de marionnettes au cinéma, ce qui n'est pas le cas et que finalement j'ai retrouvé chez Jean-Luc après quelques années. Mais donc voilà, il n'y a pas de mots sur ce que je fais. Enfin, on appelle ça cinéaste ou... Voilà. Donc cinéaste, c'est aussi un travail... c'est avant tout un travail manuel ? Bah pour moi, ouais. Enfin, même si c'est manuel, c'est-à-dire c'est... Oui, c'est manuel, c'est les mains qui tiennent une caméra, qui font le point sur un objectif, qui tiennent un micro, qui pensent au niveau du son, qui pensent qui tient la plume pour écrire, enfin je sais pas, qui dirige ses acteurs en expliquant, je sais pas, j'ai un passeport italien aussi, je suis né en Suisse mais j'ai un passeport italien, donc les mains ça fait partie du langage quoi, enfin on s'exprime, on dit des choses comme ça quoi. Si c'était dans la parole, pourquoi s'emberder à faire du cinéma, à remplir des images sur un écran et du son, si c'est juste pour faire parler, autant faire des podcasts si c'est pour parler. Le cinéma c'est autre chose que des podcasts, donc voilà. Donc on pourrait pas vous réduire à chef opérateur, inventeur, réalisateur, monteur. Non, inventeur ça j'aime bien. Inventeur ? Ouais. Un peu Géo trouve tout. Ouais, ou Gaston Lagaffe plutôt. Ouais, très bien. On va garder inventeur alors. Et quelle serait la définition pour vous d'un inventeur au cinéma ? Votre définition ? Mais je définis rien, moi. Il faut arrêter avec la définition, qu'elle soit haute ou basse. C'est pas dans la définition que la qualité se trouve. D'ailleurs, je peux même vous le montrer avec les mains. Enfin, pas avec les mains, mais parce que il y a le film qui passe derrière le mur, là, le rideau de fer. C'est le livre d'images. Et il y a de quoi faire une petite démonstration pour prouver qu'en fait, le cinéma, ce n'est pas du tout lié à la définition, qu'elle soit haute ou basse, mais lié plutôt à la projection. Pas forcément la projection comme ça, où on projette des images de télévision qui parlent de cinéma sur un écran de cinéma, mais c'est de la télévision. C'est fait pour Canal+, les histoires du cinéma.
Vous on est dans entendez la... derrière là, Là actuellement, on le voit pas si vous écoutez le podcast en audio, mais on est dans la grande salle du Théâtre des Amandiers où sont projetées les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard sur un grand écran blanc avec 2 haut-parleurs. Nous sommes dans les gradins. L'endroit est mythique pour ça, pour plein de choses. Hein. C'est ici que les premières pièces de Coltès ont été créées. Enfin bon voilà, et là on est en haut du gradin de la grande scène. Donc je sais plus ce que je disais, la définition du cinéma. Non, c'est pas ça que vous vouliez. Vous allez parler du livre d'images sur la définition. Ah oui. Non, pour moi le cinéma c'est se projeter. Ah oui, voilà, c'est ça. Même si derrière moi il y a une image qui est projetée, c'est pas dans ce sens-là uniquement de la projection, c'est-à-dire c'est aller vers quelque chose. Mais moi c'est concret, hein. On pourrait faire des études et des machins, mais ça sert à rien. Enfin, c'est très bien, les gens ils adorent savoir, ils adorent dire qu'ils savent, ils adorent le dire aux autres. Moi je sais, tu veux le savoir, alors tu viens entrer à l'université, puis tu dois passer tes examens, puis tu dois faire un mémoire, et seulement après tu sauras, sinon tu ne sais rien. Alors que moi je ne sais rien de base, et puis je trouve que c'est plus intéressant d'être dans une espèce d'ignorance. Ça permet de recevoir beaucoup plus que quand on sait trop de choses. Si on sait tout, on calque tout ce qu'on veut surtout. Non, l'idée du cinéma, pour moi, c'était vraiment... c'est placer ses sentiments, ceux qu'on n'arrive pas à exprimer, sur quelque chose. C'est un écran, ou c'est du montage, c'est le temps et tout ça, et puis sur la définition, pour le livre d'images, par exemple, il y a un exemple assez frappant, mais là c'est concret. Jean-Luc a travaillé depuis les années... Enfin, depuis que je le connais. Non, pas tout à fait, non. Depuis 2010, 2008. Il travaille plus en 35 mm, du coup, il monte en vidéo. Moi, je tourne des images sur des caméras qu'on dit numériques, mais ça reste de la vidéo, même si c'est un appareil photo comme le 5D qu'on a utilisé, que vous avez là d'ailleurs, qu'on a utilisé pour Film Socialisme et Adieu au langage. Donc c'est un appareil photo, mais quand il filme, il fait de la vidéo. Enfin, même si c'est un appareil photo, il fait de la vidéo. Donc Jean-Luc, pour monter ses films depuis 2010, il monte en cassette vidéo. C'est-à-dire la vidéo des années 80, 90 qu'il a utilisé pour les histoires du cinéma, qu'il y a là derrière. C'est-à-dire que c'est une image d'une résolution de 1000... non, même pas de 500. Enfin, c'est la résolution des tubes cathodiques. Et ce qui fait que les images... Et en plus, lui, la plupart des images du livre d'images, il les a triturées un peu, parce que récupérées depuis des VHS que Nicole lui donnait en DVD, mais des fois, à l'origine, c'est vraiment des très mauvaises qualités. Enfin, qualité entre guillemets, hein, de très mauvaise résolution, soi-disant, de très basse résolution. Et lui, il rajoute de la couleur, il les transforme, il en fait de la peinture un peu. Et l'exemple que j'ai eu en faisant mon travail d'étalonnage et de conformation sur le livre d'images, qui serait de sortir sa cassette du montage et d'en faire une copie qui puisse tenir un écran comme celui de Cannes, par exemple. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'améliorer cette image, de trouver des meilleures qualités d'image. Et j'ai retrouvé pas mal de fois des plans qui venaient de Blu-ray, qui lui, il avait monté en VHS. Donc des plans HD de l'image de basse résolution. Et alors j'ai essayé de faire ce qu'il avait fait. Et très vite, je me suis rendu compte que l'image de grande définition, en haute définition, n'exprimait plus rien. C'était plat, en fait. Ça disait tout. Ça laissait aucun mystère, ça laissait aucun moyen pour se projeter dedans. Et le cinéma, c'est ce qui est intéressant au cinéma, c'est justement ça. Ce que je disais tout à l'heure, se projeter, mais ça veut dire que c'est pas immersif du tout. Pour moi, le cinéma, c'est l'inverse de l'immersion. L'immersion, ça voudrait dire se noyer dans quelque chose. La réalité virtuelle, c'est l'inverse, c'est l'opposé du cinéma, c'est l'opposé de l'art, c'est l'opposé de la littérature, c'est l'opposé de tout, quoi. Parce que ce qu'il y a de fort dans un artiste, dans toutes les œuvres d'art, c'est juste de nous focaliser sur quelque chose, un détail qu'on n'aurait pas vu ou qu'on ne voit pas, ou c'est le détail de quelqu'un, etc. En poésie ou en fresque même de la chapelle Sixtine, c'est un détail. C'est c'est pas le monde entier, voilà. Donc le cinéma, c'est ça. Donc la définition, elle est... voilà, je me suis rendu compte concrètement, mais avec les mains,
avec les mains dans les boutons d'étalonnage et de conformation sur l'ordinateur. Ouais, en travaillant l'image de livre d'image, que la définition est l'opposé de la projection, donc du cinéma. Et le cinéma noir et blanc, il porte beaucoup plus, et le cinéma non parlant, même si Jean-Luc il n'arrête pas de causer, il aimerait bien essayer de faire autre chose que de causer, mais il cause tout le temps, enfin il y revient tout le temps, même s'il va dire que la langue n'est pas le langage, etc. Mais c'est des mots, mais bon, il parle tout le temps, on l'entend derrière, ça n'arrête pas de causer. Mais le cinéma, quand il était sonore avant d'être parlant, c'est parce qu'il y a de la contrainte, c'est parce que l'image elle est petite. Alors on l'agrandit, mais ça coûte cher, donc on ne peut pas tourner tout ce qu'on veut. On doit mettre une optique, donc on filme juste l'actrice, ou on filme ses mains, ou l'acteur, ou on filme juste ses pieds, ou son truc, puis c'est le montage. Et puis après, c'est justement ce qui n'est pas à l'image qui est intéressant au cinéma. C'est tout ce qu'on y projette, quoi. C'est tout ce qu'on y met, parce qu'en soi, les plans... C'est pour ça que toutes les choses que j'ai faites pour Jean-Luc, ou pour ses films, plus que pour Jean-Luc, ou soit le travail qu'on fait, quoi... En soi, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait. C'est parce qu'il l'associe à quelque chose. Les plans de mer, de vagues, de trucs, de 3D, c'est amusant parce que voilà. Mais ça devient quelque chose que quand Jean-Luc les associe à quelque chose d'autre, ou ne les associe pas. Enfin, fait une espèce de, comment on appelle ça ? Ouais, bon, le cadre, si on veut, mais c'est un peu circonscrire quelque chose de, sortir quelque chose de la masse, quoi. Aujourd'hui, il n'y a que de la masse partout. On est dans un espèce de trop-plein partout, quoi. Donc, c'est normal, on est 10 milliards, ou je ne sais plus combien de milliards on est. Hein, 7. Toujours 7, bon, ça va. Bientôt 8. Mais voilà, donc on est dans la masse, donc ça devient difficile de s'en extraire, quoi. Donc on va revenir sur le parcours qui est ici au Théâtre des Amandiers. Vous avez participé à la conception de cette peut-être, on peut dire, étonnante exposition sur et avec Jean-Luc Godard, intitulée Parcours livre d'images. Pendant 3 week-ends est organisé un accueil du livre d'images, le dernier film de Jean-Luc Godard. Nous avons déjà parlé de la création et de l'accueil de cet objet cinématographique avec Nicole Brenez dans le 4e épisode de l'émission, que vous pouvez retrouver sur notre site négatif.co. Le film n'a jamais été distribué en salle de cinéma et les présentations officielles comme celle organisée ici sont rares. En France, hein. Sinon, il a tourné dans le monde entier, dans les salles de cinéma depuis l'année dernière. Mais en France, non. Mais en France, non, parce que c'est un territoire que Jean-Luc souhaitait garder un peu et préférait que le film n'existe que à des moments particuliers, de temps en temps, dans un endroit, puis un autre, puis après encore un autre, sur 5 ou 6 ans ou 10 ans. Pas d'urgence, quoi, pour le sortir. Mais en salle de cinéma, il est sorti dans le monde entier, sinon. À part la France, donc la Suisse et la Palestine. Et donc pour accompagner les diffusions de ce film, et avec l'aide de Jean-Paul Battaglia, avec l'aide de Jean-Paul Battaglia, Philippe Ken et Nicole Brenez, vous investissez les moindres recoins du Théâtre des Amandiers pour concevoir un parcours dans lequel il est possible de voir en boucle des films de Jean-Luc Godard, des courts-métrages comme Adieu au TNS, Puissance de la parole, Quand la gauche sera au pouvoir ou encore Armide, et des longs-métrages comme Éloge de l'amour, Notre musique, Film socialisme ou Adieu au langage, projeté dans sa version 3D. Ces films... oui. Adieu au langage n'est que en 3D. Si les distributeurs, ils étaient incapables de... Parce que les distributeurs étaient incapables de mettre des lunettes quand on arrive dans un théâtre, que j'ai fait en Suisse pour le sortir, de mettre des lunettes pour le montrer en 3D, ils en ont fait une copie 2D qui était inintéressante. Parce que le film a été pensé pour être vu en 3D, pour que ça soit de la mauvaise 3D, mais le film doit exister en mauvaise 3D. Comme il est, hein, on a fait de la mauvaise 3D selon les règles américaines. Donc voilà, c'est un film qui doit être vu dans cette mauvaise 3D là, et selon les Américains. Et donc il n'est que en 3D. Voilà, ce n'est pas une version 3D et une version 2D. Non, il n'y a que 3D pour Adieu au langage. Pardon. Donc, correction. Une précision importante. Sinon, tout tombe. Et ces films sont accompagnés par la projection de films des collaborateurs de Jean-Luc Godard, comme ceux de Paul Grivas, de sa compagne Anne-Marie Miéville ou encore de vos propres travaux. Nous les découvrons ainsi sur toutes sortes d'écrans, dans les loges, le vestiaire technique, la salle de répétition ou même des couloirs. Nous sommes assis sur des canapés, des petites chaises, voire des transats.
Alors une question simple, Fabrice Aragno, quel a été votre rôle dans le choix des films et la conception de cette déambulation dans l'espace du théâtre des Amandiers? Aucun. Non, c'est Nicole et Philippe qui ont fait ça. Et vous, que faites-vous là alors Non, moi j'ai amené les films. Mais toute l'idée, c'est que entre Jean-Paul, Jean-Luc et moi, ceux qui veulent prendre le film, c'est à eux de se mouiller la chemise pour en faire quelque chose, de l'installer comme ils le souhaitent, dans un endroit, sur une scène de théâtre, dans un ancien temple désaffecté, ou une usine délocalisée, une caverne, ou je sais pas, un lieu de résistance, un maquis, ou tout ce qu'on veut. C'est pas à nous de l'installer. C'est à la personne qui veut l'accueillir qui doit le mettre comme lui il l'entend ou le semble important de le faire résonner. Là, on entend les explosions du livre d'images. Là, on en reparlera. Il y a le théâtre qui vibre des explosions. Donc c'est ça. Si moi je dis ouais, je trouverais que ça serait mieux comme ci ou que ça serait mieux comme ça, bah du coup ça enlève la place de celui qui reçoit. Et il y a une espèce de passage quand même de la main. Jean-Luc a fait un film, mais c'est à celui qui le reçoit, qui l'accueille. Donc ici le directeur du théâtre. Si on veut. Oui, voilà, c'est Philippe. Et puis bon, Nicole, elle avait envie je crois, de participer à cette sélection. Et mais moi, j'avais plein d'idées. J'aurais eu plein. Mais je me dis, mais c'est pas ma place, c'est le théâtre de Philippe, et c'est à lui de créer son truc, quoi, sur le travail de Jean-Luc. C'est pas, sinon on recopie. L'idée, c'est de pas recopier. Le cinéma, ça a toujours été après des copies, même si aujourd'hui il y a plus d'originaux. Il n'y a plus de négatif, il n'y a que des copies. Mais quand même, le cinéma, c'est l'idée. On a un original et après, enfin 35, puis on fait des copies qui sortent dans des salles de cinéma qui essayent plus ou moins d'être toutes pareilles. Ce qui fait qu'un film, quand vous le voyez à Moscou ou à Tokyo ou à Neuchâtel, c'est le même film. Vous devrez le voir la même chose, ressentir la même chose, etc. Ben là, on essaie de faire autre chose, justement. C'est-à-dire que c'est le même film, mais que c'est l'espace, le temps présent et le lieu unique qui fait que le film existe d'une autre manière. Ce qu'il y aura ici aux Amandiers, ça ne sera pas la même chose qu'il y a eu à Neuchâtel, qu'il y a à la Chaux-de-Fonds en ce moment, qu'il y a eu au Théâtre de Vidy à Lausanne, ou qui sera à Milan chez Prada, ou au Canada, ou je ne sais pas où encore. C'est le même film, mais ça résonne sur d'autres cœurs, quoi, d'autres corps, d'autres pensées, d'autres rêves, d'autres désirs, d'autres désespoirs. Mais ici, il y a le livre d'images, mais il y a aussi... Deuxième explosion de Heureuse Arabie. Très belle explosion. Ouais. Il y a le livre d'images, mais il y a aussi les autres films. On a trouvé... alors, on va reparler de définition. La définition de parcours, parce que ce mot nous a interrogés quand on l'a vu apparaître lors de la communication, lorsqu'on a appris l'existence de l'exposition. Ouais. Il y a deux définitions qu'on a trouvées qui sont un peu différentes. Traverser de part en part, envahir, ou encore accomplir un trajet déterminé. Est-ce que ces définitions vous parlent? Bah non. Je vous disais justement que je cherche pas les mots. Après les mots, on s'y accroche et il n'y a plus d'image, quoi. Et alors on se dit... Après, si on se balade là-dedans et puis qu'on se dit bah, tiens, je suis la première de vos définitions ou la deuxième de vos définitions, bah ça finit tout, quoi. C'est-à-dire on suit votre définition puis on colle ça sur tout ce qu'on voit. Non, au contraire, je pense qu'il n'y a aucune des deux qui n'est intéressante. Il faut juste y aller et puis percevoir ce qu'on ressent en tant que vous n'avez pas vécu la même chose que votre camarade, qui n'a pas vécu la même chose que la personne qui pourrait être assise. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on peut regarder tout aussi bien 10 fois chaque film que traverser en 20 minutes et ne voir que des petits bouts. Bah ouais. Si vous avez envie de traverser en courant, bah faites-le. Enfin, on va faire comme dans mon appart. On peut s'endormir aussi, il y a des canapés. Ouais, puis des transats chez moi, vous pouvez y aller. J'ai mis de la petite... pas trop de musique, mais il y a des bruits de vagues et d'eau, comme ça, vous pouvez vous reposer. Si vous en avez assez des paroles, il y en a moins là. Ce qui est intéressant dans votre présentation de Suite Lacustre, qui avait déjà été
présenté au Festival de Rotterdam l'année dernière. Bah, c'est autre chose, là, c'est une création, si vous voulez. En fait, à chaque fois, c'est différent. En plus, c'est même un ordinateur qui génère des trucs en temps réel, donc il n'y a jamais 2 fois la même chose. C'est-à-dire c'est projeté sur, il me semble, 4 murs et 2 portes, c'est ça? 3 murs, 2 portes et 6 haut-parleurs. Non, 6 vidéoprojecteurs et 8 haut-parleurs. Ça fait 2, Donc 3, au milieu, il y a plusieurs transats où on peut vraiment se reposer, ouais. Contempler cet objet. Alors est-ce qu'il est expérimental? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on peut mettre un mot dessus? Il faut peut-être le vivre. Bah, je sais pas, moi je me disais tiens, ça peut être amusant d'appeler ça tentative. Et Jean-Paul disait mais non, c'est pas une tentative, c'est. Donc voilà, c'est encore les mots quoi. Mais moi j'aime bien essayer de toute façon. J'aime pas finir les choses définitives quoi. J'aime bien la tentation quand même. Je suis tenté par la tentation de faire des tentatives. Donc il y a quelque chose évidemment de l'expériment parce que ce qu'il fait a priori c'est des associations qu'il ne peut pas refaire 2 fois en 3-4 heures à 3-4 heures de distance. Donc, en fait on voit au fond de la salle il y a un ordinateur, notre ordinateur où il y a l'interface du logiciel Isadora, qui sont les coulisses de la création, en tout cas ce qu'on peut en voir. C'est des algorithmes graphiques. Et Jean-Luc disait dans les années 70 même. Je dis 70 parce que si on parle on est avec un Suisse, donc on peut se permettre un peu de faire le retour de Napoléon dans l'autre sens, qu'on va dire 70. D'ailleurs peut-être que Napoléon disait 70, j'en sais rien. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais dans les années 70? À propos de l'interface de l'ordinateur. Ah oui, Jean-Luc dans les années 70 il avait écrit tout un texte. Je ne suis pas une machine, je suis une machine, etc. Puis il avait même développé une espèce d'idée qu'il pourrait y avoir une machine cybernético-cinématographique. Une collaboration homme-machine. Ouais, je sais pas, mais enfin bon, voilà, c'est rigolo. Enfin là, c'est des algorithmes, c'est un ordinateur qui, par différents algorithmes graphiques, propose des génération aléatoire. Ouais, voilà, un montage aléatoire. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est sur 3 murs, 6 vidéoprojecteurs et 2 portes. Mais enfin voilà, c'est que ce que ça exprime, moi j'essaie de le définir, mais je vais pas trop le dire. Et c'est à chacun d'y aller. C'est autour évidemment de la perte, quoi. Enfin, il y a un truc de la perte de contrôle créatif aussi. Que vous avez, la perte de contrôle créatif que vous avez Non, la perte comme l'eau, c'est vous n'allez pas la tenir. L'eau, c'est un fluide, des choses elles fuient. Le temps fuit. On peut pas parler du lac sans parler du temps. Donc voilà, c'est autour de la perte. Voilà, c'est un homme, une femme et la perte. La perte, c'est même le prénom d'un enfant qui apparaît de temps en temps. C'est aussi le temps, quoi. Enfin, donc il y a des moments avec des espèces de souvenirs d'enfance. Il y a une compétition de voile. On est sur le lac avec des bateaux. Il y a cette compétition naturelle qu'on a, pas naturelle, mais enfin de la société. Et un homme, une femme, et cette chose qui passe, qui perd, qui est perdu, le temps, ou ce qui est entre eux, mais pas vraiment, ou ce qui est né d'entre eux qui a disparu, et voilà, enfin, c'est autour de la perte. Et puis comme vous êtes là et puis que vous voyez des choses, quelque chose de nouveau réapparaît. Entre chaque séquence ou scène ou plan ou moment apparaît quelque chose. Donc c'est à la fois la perte de ce qui était au préalable et c'est la naissance de quelque chose du présent, du temps présent. Un peu la même chose que de présenter les films dans des lieux différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas on voit le film qu'il a fait en 2018. Non, ça se passe ici et maintenant. Donc c'est une recréation dans le présent. Et dans le soi, nous-mêmes, là. Dans ce lieu. Ouais, le lieu, mais dans notre corps présent, quoi. Donc c'est vrai que si le son est fort chez Godard, moi je le comprends aussi comme ça, c'est que ça nous ceint. Quand Jean-Luc parle autour de nous, c'est pas immersif, c'est plutôt qu'au contraire, ça nous constitue. Ça nous montre nos frontières, ça nous considère. Le son autour, le son qui est un peu entourant, quoi. Parce que dans le livre d'images, il est présenté avec un dispositif sonore avec 8 enceintes, ce qu'on appelle 7.1. Alors vous avez donc conçu la manière technique dont ça a été c'est ça. présenté. Ouais.
Mais c'était... Il y a plein de gens qui font des études, qui adorent étudier tout ce qui a été fait, et puis plutôt que de faire eux-mêmes des trucs. Enfin bon, c'est comme ça. Mais là, par exemple, le 7.1, c'est pas qu'au départ, il disait je veux faire un son comme ci, comme ça. Avec Jean-Luc, j'ai toujours eu le sentiment que... C'est moi, hein, après ça, je ne fais que... Moi, je ne sais rien, hein, je ne fais que de partager ce que je ressens. Hein. Il y a des gens qui savent tout, qui ont écrit plein de livres, plein de thèses, plein d'analyses sur tout ce qu'il a pu faire, tout ce que font les autres. Moi, je ne peux que partager ce que je ressens. Et ben justement, pour le 7.1, dans le livre d'images, ça s'est fait tout simplement. Ça a commencé par du 2-0. Le 2-0, c'est donc 2 enceintes. 2 haut-parleurs. Et on dit 2-0, mais enfin c'est 2 quoi, stéréo, mais enfin bon, c'est 2 plus que stéréo, parce que c'est 2 séparés, c'est 1 et 1. Et parce que la machine de montage de Jean-Luc, la vidéo des années 80 sur laquelle il travaille, qui est aujourd'hui numérique, c'est des cassettes, hein, mais c'est numérique. C'est des cassettes, hein, donc c'est pas un ordinateur, hein, c'est sur cassette. Les magnétoscopes, ils n'ont que 2 pistes audio. Et Jean-Luc, il a 2 haut-parleurs avec un ampli à 2 voix, ce qui fait que la piste 1 va sur l'haut-parleur de gauche, la piste 2 sur l'haut-parleur de droite. 3e explosion du livre d'images. Et ce qui fait que quand il monte, il fait sa copie de travail si on veut, hein, c'est-à-dire la copie brute. S'il veut mettre une musique, il met sur les 2 voix depuis le CD. Et puis s'il veut rajouter une voix, il enlève une des 2 voix pour mettre la voix, pour avoir à la fois la musique et la voix. Et du coup, comme chaque haut-parleur est branché sur une des 2 pistes, ça vous sépare le son. Vous avez à gauche la voix, à droite la musique, et au centre l'image. Et comme chez Jean-Luc, c'est assez petit, mais du coup l'espace entre les haut-parleurs, comme c'est pas très profond, donc les haut-parleurs ils étaient bien de côté par rapport à l'écran. On a un rapport très écarté par rapport aux 2 haut-parleurs, vu que c'est pas très grand. Et du coup on a une belle séparation entre les 2 sons et l'image. Et le film ne devait pas voyager autrement que dans un dispositif comme ça. Jean-Luc disait, mais il y a des films d'orchestre symphonique ou pas polyphonique, philharmonique, ou avec le chœur et tout, des grands films, machin, voilà. Et lui, il fait plutôt un film comme de la musique de chambre, la musique de chambre, quoi. Enfin un film de chambre, quoi, un film à très peu d'instruments. A priori 2 instruments, 3, enfin voilà, c'est un trio, une image et 2 haut-parleurs, 2 sons. Et comme en Suisse, on a repris la production en Suisse en début de l'année 2018, que moi j'ai une petite société nous avons, parce que c'est un collectif, c'est une association de réalisateurs qui tentent de produire nos projets. Enfin, on les produit comme des paysans produisent des patates, hein, des producteurs aux consommateurs, quoi. Enfin, on est plutôt dans ce genre-là. On n'est pas des producteurs à la chemise blanche hein. Mais bon, on a les mains dedans, quoi. Donc on fait les choses. Enfin, on essaye de les faire. Et moi, j'ai essayé de trouver de l'argent pour le film de Jean-Luc. Et j'ai demandé à l'Office fédéral de la culture, qui a refusé. Parce qu'il trouvait que c'était pas du cinéma, que c'était pas intéressant, que ça donnait pas lieu à donner de l'argent, parce qu'il n'y a aucun public qui allait s'y intéresser, etc. Et entre-temps, le directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, était venu voir le film chez Jean-Luc. Et avant que je ne sache que l'Office fédéral de la culture à Berne refuse le film, Thierry Frémaux était venu voir le film et il a dit tout de suite, c'est pas une projection, c'était sur un écran de télé, alors je sais pas comment dire, après la séance ou la vision du film, télévision, voilà, la vision du film, il a dit je le prends à Cannes. Et Jean-Luc a dit non, désolé, c'est pas un film pour une salle de cinéma, pour être projeté. C'est dans un dispositif comme ça. Parce qu'à Cannes, il faut dire que l'écran est gigantesque. Oui, voilà, c'est la plus grande salle au monde. Donc bon, voilà, donc elle a dit non. Et puis bon, voilà, c'était fini. Enfin, on pensait plus à Cannes. Une semaine après, je reçois la réponse négative de l'Office fédéral de la culture qui dit non, pas d'argent. Moi, je l'ai pris en plein, quoi. Enfin, j'étais sûr que c'était à cause de moi. Enfin, c'est pas parce que c'est Godard qui doit forcément avoir de l'argent, hein, non plus.
Mais là, je trouvais un peu gros, quoi. On ne demandait pas beaucoup. Et puis, les critiques étaient vraiment... Mais bon, je l'ai pris en plein. Puis je me dis, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et je suis allé chez Jean-Luc le jour même où j'avais reçu cette mauvaise nouvelle. Et puis Jean-Luc il dit, ah bon, ben c'est pas grave, ouais, bon, ouais. 4e explosion du livre d'images. Et le soir, il envoie, ou le lendemain matin, très tôt, il envoie un email dont je reçois la copie à Thierry Frémaux, demandant à Thierry Frémaux si jamais il restait une petite place au festival, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'y aller, ça permettrait un peu de trouver des sous, de débloquer des trucs. Et du coup, Thierry Frémaux a répondu très vite, ah bon, très bien, ok, alors, très bien, je le prends en sélection. Enfin, on ne savait pas dans quelle section il allait être. Mais il dit ok, très bien, je le prends. Donc ok, le film sera à Cannes. Et ça, c'était en février-mars 2018. Du coup, après, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On a un film qui tient sur un téléviseur. Les téléviseurs, ces écrans plats, ils ont des réglages très particuliers. Enfin, que Jean-Luc, pas très particulier, non, en fait, tous les téléviseurs sont comme ça. Mais Jean-Luc n'utilise pas les réglages cinéma ou naturel, comme ça. Il met dynamique. C'est un peu genre sport ou jeu, quoi. Mais enfin, c'est des pré-réglages qui sont... les couleurs, les noirs sont bien noirs, les ouais. couleurs sont très vives, la luminosité aussi. Enfin, voilà, ça... Et ça refroidit un peu l'image aussi. Elle est moins chaudasse, elle est plus froide. Et bon, voilà, si moi je prends le film lui-même et que je le passe pas sur un écran comme ça, mais sur un écran de cinéma, c'est un peu pisseux. Donc voilà, j'avais une image avec... Nous avions une image un peu pisseuse. Pas pisseuse, ça restait fort, hein, mais par rapport à ce qui était sur l'écran, qui est beaucoup... où le noir est noir sur un écran de télévision. Parce que c'est les écrans OLED ou je sais pas quoi, le noir est noir. En projection, c'est jamais noir. C'est toujours... forcément, c'est un écran blanc. Il faut y aller pour faire du noir sur du blanc. Hein. Enfin, donc voilà, du coup, on n'allait pas avoir le même rendu. Donc il a fallu travailler assez rapidement pour essayer de tenter de trouver à peu près un espèce de ressemblant. Pour le son, ce que j'ai essayé pour l'image, puis bon, ça allait, parce que les projecteurs aujourd'hui de cinéma, ils sont... en plus, ceux qu'il y avait à Cannes étaient plutôt pas trop mal, donc c'était plutôt bien. Mais pour le son, les haut-parleurs dans les salles de cinéma sont derrière l'écran, gauche et droite. Ils sont dans l'image, mais sur les bords. Et alors que chez Jean-Luc, ils sont à 2 mètres de l'image. Dans une salle de 6 mètres, il y a 2 mètres entre l'image et... S'il y a 2 mètres d'écran au milieu, il y a 2 mètres entre... Enfin, voilà. Donc on ne savait pas comment faire. Puis moi je disais mais c'est très bien, on va demander à des fabricants de haut-parleurs et on va mettre des immenses haut-parleurs de hi-fi dans le Grand Théâtre Lumière à Cannes. Mais genre on installe des haut-parleurs exprès pour le film, comme ça peut se faire, je sais pas, dans une salle de concert rock, mais il aurait fallu une définition de précision, quoi. Et bon, je commençais à échafauder des idées comme ça. Et puis Jean-Luc a dit non, arrêtez Fabrice, comme souvent il me freine un peu. Et il me dit non, on va utiliser le 7.1 que le cinéma dit que disposer, quoi. Et alors très bien, alors du coup j'ai équipé son salon à Rolle, qui est tout petit, avec tout ce que j'avais comme, tout ce qu'on a trouvé, faut que j'arrête de dire tout ce qu'on a trouvé comme haut-parleur. Et on a commencé à faire du montage son. Enfin, c'est pas du montage, c'est du couper-coller, quoi, couper ciseaux. Bon, c'était sur l'ordinateur quand même. Et on a monté comme ça le son, c'est-à-dire c'est les 2 pistes, le 2-0, qui est dispatché, je sais pas le terme français, qui est aiguillé sur les 8 pistes du 7.1. Et les 2 devant vont les 2 devant derrière, puis sur les côtés, puis devant, puis un devant, puis derrière, puis voilà. Mais en gros, il n'y a jamais de mélange. Chaque piste est seule. Et même Jean-Luc, d'ailleurs, il était très affirmatif sur ça. Il dit non, il ne faut pas penser que c'est comme s'il y avait un chœur ou un orchestre qui joue de concert, les choses. C'est des solistes. C'est que des solistes. Chaque son est soliste, chaque voix est soliste. C'est que des solitudes entre elles, en fait, qui dialoguent ou qui parlent chacune entre elles, et puis c'est vous, le spectateur, qui arrive à les faire se réunir dans votre cœur, dans le ici et le maintenant, pas dans la copie figée. C'est pour ça que c'est vachement
pour moi, hein, c'est vachement chouette de montrer des films dans des endroits différents et que le lieu existe à chaque fois. Parce que les choses, elles s'incarnent. Ben, c'est comme quand un musicien joue de la musique écrite au XVIIe. Moi, j'ai de la peine à lire la musique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire des partitions, mais c'est une espèce de code encore plus compliqué qu'un code d'ordinateur, quoi. Enfin, je sais pas, le Cercle du Printemps, quand vous voyez la partition du Cercle du Printemps, ou Jeu de Debussy, par exemple, je ne comprends rien, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Et alors qu'un musicien, eh ben, avec ses tripes et ses muscles et ses os et ses ligaments et son toucher, donc vraiment s'il y a dans la main un pianiste, là, j'ai fait un truc avec 2 pianistes, bah, c'est dans leurs mains que ça renaît. Et ça renaît parce que ça résonne dans une salle et elles le jouent bien ou pas bien. Et si elles le jouent pas bien, si elles le sentent pas, si elles sont pas, et ben il se passe rien. Et puis si elles le sentent, voilà, c'est l'ici et le maintenant, le vivant, quoi. Donc c'est le cinéma, on dit que c'est peut-être un truc mort, parce qu'on dit il y a les arts vivants et puis il y a le cinéma. Ben, pour moi, le vivant dans le cinéma, c'est le public. Alors, il faudrait lui donner la vie au public. Alors, de montrer le film dans des endroits comme en dehors des salles de cinéma, ce film-là, hein, moi j'aime bien les salles de cinéma, hein, mais ce film-là, je trouve intéressant parce que ça le rend vivant, parce qu'on considère le vivant du spectateur. Enfin, en tout cas, moi, je me projette dans cette idée-là. Jamais Jean-Luc nous dit des trucs comme ça, hein, c'est moi qui me projette. Encore une fois, je me projette. Voilà, projection cinéma. Et là, c'est un lieu exceptionnel, c'est la scène du théâtre. Ouais, c'est à la place des. Ça ressemble à un hangar. Ouais, parce que bah oui, c'est un hangar. Bah, un cinéma, c'est une boîte à chaussures. Un théâtre, c'est une boîte à chaussures. C'est ce qu'on y fait qui est important, c'est pas la boîte en soi. Non. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, ben voilà, c'est la boîte vide d'un lieu de représentation. Et on y présente le livre d'images dans un lieu de représentation. Vous le suspendez. Ouais, c'est Philippe Ken qui l'a suspendu. Il voulait le suspendre, il l'a suspendu. C'est vrai qu'au théâtre, on suspend tout au cintre, quoi. Et là, on est sous les 15 ou 20 mètres, je sais pas combien il y a sous cintre. Là, il flotte voilà. Presque. Le livre d'images, là, à la fois la télévision et les 8 haut-parleurs. Ouais. Ils reposent pas sur le sol, ils sont vraiment suspendus. Ouais. Quelque chose de mystique. Ouais, ça, j'aime pas justement du tout, mais bon. Parce que vous avez fait une. Non, moi, on a fait autre chose. On a posé sur des meubles, il y a une commode, des tapis. Ouais, voilà. Et là, je l'ai installé au Temple Allemand, à la Chaux-de-Fonds, qui est un lieu magnifique de culture, qui a une acoustique superbe. Les murs sont décrépits, il y a une espèce de plancher en panneaux de bois brut, comme ça. J'ai posé le téléviseur sur une ancienne caisse de travail, parce que la Chaux-de-Fonds, c'est une ville horlogère, ouvrière, une vieille caisse d'ouvriers. L'écran était posé dessus, les haut-parleurs sur des tabourets. C'était ancré, quoi, au sol, à hauteur d'humain. C'était pas ici, c'est un peu comme déjà La Voix du Prophète. Et moi, je hais ça et que je pense aussi, mais je vais pas commencer à dire non. Si c'est comme ça que Philippe voulait le mettre ici, Philippe et Nicole, et ben c'est comme ça que bah oui, on va pas commencer à imposer des trucs, non. Mais par contre, il faut se dire que ce qui est là, c'est faut voir ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez choisi également la télévision ? L'écran ici ? Oui. Non, c'est eux. Moi, j'avais dit un plus petit. Mais après, voilà, j'avais dit un plus petit, puis c'est mieux avec un gradin plutôt que d'être assis sur des chaises et de regarder vers le ciel le film de Jean-Luc, quoi. Enfin, c'est aussi, moi, je travaille avec, quoi. Enfin, moi, je l'apprécie pour être quelqu'un qu'on touche, quoi. Enfin, voilà. C'est pas un fétiche. Ah bah non, j'ai horreur de ça. Ça me dégoûte, quoi. Je vois pas comment on peut apprécier le travail avec une pensée fétichiste. On n'apprécie pas, on est complètement biaisé de... Non, comment on peut recevoir... Enfin, aller vers... Imagine une histoire de couple quand l'un est fétichiste de l'autre. Je sais pas, il n'y a pas de dialogue, quoi. Il n'y a pas de communication. Ou alors dans 2 pays où la frontière serait... L'un serait... Non. Le rapport entre de l'un à l'autre, c'est comme la frontière, c'est là... En italien, on dit confine. Mais la frontière, c'est aussi là où ça commence. C'est là où ça se termine, où ça commence. Donc, dans la relation avec quelque chose ou à quelqu'un, il y a aussi une frontière, forcément. Même de la peau, c'en est une. Mais il y a quelque chose qui se termine d'un côté, quelque chose qui reprend de l'autre. À valeur égale. D'autres formes, mais à valeur... Enfin... Donc, moi, le fétichisme, je trouve que c'est pas... Non, pas du tout. Je suis sans Dieu ni maître, moi. Donc, voilà.
Alors Moi, comment je suis pas godardien. Non. Non, c'est horrible ça. Je serais plutôt antonionien d'ailleurs, mais comme je travaille pas avec lui, je peux l'être. Je pourrais pas travailler avec Antonioni si j'étais antonionien. Ou alors si j'aurais pu travailler avec lui, ça aurait été génial. Ça aurait été un rêve, ou Fellini aussi. Moi, j'aurais rêvé de faire l'inventeur bricoleur dans le studio Cinque, de Teatro Cinque de Cinecittà. Ça, j'aurais rêvé alors, ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, dès que tu bois un café avec, que tu prends le taxi le matin, si tu es avec lui, ça va, ça redevient un humain, quoi. Donc ça se désacralise dès le moment où tu le vois. Et moi, Jean-Luc, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, bah moi, je savais pas trop la gueule qu'il avait. Enfin, j'étais pas à regarder 12 000 Pourquoi fois vous les l'avez photos. rencontré la première fois? Pourquoi? Oui, c'était à quelle occasion? C'était parce que j'avais travaillé sur un long métrage qui se tournait à la Chaux-de-Fonds, un cinéma à la Chaux-de-Fonds. C'est la ville de Sandrard et du Corbusier, tout ça, enfin bref. Et la productrice, je m'étais amusé à bien faire des choses dedans. Et la productrice, Ruth Walburger, qui a produit tous les films de Jean-Luc depuis Passion, ou presque tous les films, en Suisse, elle produisait ce long métrage. Elle m'a dit, bah, si tu veux travailler avec Jean-Luc, il est en train de préparer un film. Puis j'ai dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais pour moi, c'était pas... Pas plus que ça. C'était pas... Bah si, c'était plus que ça, c'est du travail, quoi. Donc ça veut dire un peu d'argent, ça veut dire... Puis bon, C'était bah, pas c'est quelque chose Jean-Luc. que vous aviez envisagé comme un rêve Ah non, 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 avant, non, 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 non. Non, non, parce qu'en plus, les films, j'essayais de les voir, j'en avais vu un ou deux, les classiques. Puis à l'école de cinéma, c'est peut-être ce que vous avez aussi dans votre fac, là. Les gens essaient de vous expliquer les films. Ils vous disent, voyez, là, ça veut dire ça. Puis alors, quand vous voyez ça, c'est ça. Puis alors là, il faut voir ça. Regardez ça. Moi, j'ai pensé ça. Vous voyez, lui, il a écrit ça sur ça. Et puis alors là, par exemple, sur ça, vous pouvez faire ça. Et puis alors à l'école, ils essayaient de m'expliquer le cinéma comme ça, enfin les films de Jean-Luc comme ça. Et moi j'ai trouvé ça incompréhensible. Incompréhensible, surtout parce que moi je suis un con qui ne connaît rien. Donc du coup je me sens encore plus con parce que le prof ou le professeur d'histoire, machin, il te regarde de haut, il te fait, toi tu te sens regarder de haut par celui qui sait et que toi tu ne sais pas et que tu es un ignare de ne pas savoir. Et du coup, le film devient incompréhensible. Tu dis, ben, je suis con. Et c'est ce que la plupart des gens pensent des films de Godard, c'est qu'ils disent, ouais, mais on comprend rien, c'est quoi. D'ailleurs, quand je présentais Adieu au langage en 3D en Suisse, j'ai distribué le film, mais uniquement en 3D dans des petits lieux d'art, c'est tout à fait possible, avec le même système qu'ici. Et il y a une dame, notamment à la fin d'une séance, qui me disait, mais elle était presque en larmes, enfin pas en larmes, elle était toute, donnez-moi la clé pour comprendre, je comprends pas. Et moi, je savais pas quoi répondre à ce moment-là. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, il ne faut pas de clé parce qu'il ne faut pas se mettre de porte et de serrure. Et dans les universités, il n'y a que des portes et des serrures. C'est en fait la fabrication des portes et des serrures. Tu veux ton diplôme? Ah, mais parce que tu vois, on a fabriqué une belle porte et une belle serrure. La clé, tu l'auras à la fin. Non, t'as 6 ans, t'as 7 ans, tu comprends tout, tu ressens tout, t'es un poète. Non, tu vas à l'école parce que tu ne comprends pas, tu ne sais rien, t'es un idiot. Donc tu dois apprendre comme on veut que tu apprennes. Et la clé, tu ne l'auras que à la fin. Et si tu l'as pas, tu es un raté. Tu peux descendre dans les 1 et puis tu vas faire un CP, je sais pas comment vous appelez ça en France. Voilà, loin. Tu as une mauvaise note. Voilà. Alors que tous les enfants sont les plus grands poètes au monde, quoi. Enfin, et puis il n'y a pas de différence d'intelligence. C'est une connerie. Uniquement pour éviter qu'il y ait trop de gens ou éviter que le pouvoir passe de main en main, quoi. Qu'il reste bien là où il est. Tout ça, c'est une question de pouvoir, l'université, tout ça. Donc, moi, Jean-Luc Godard, je ne l'appréciais pas parce que son travail, parce que personne ne me l'avait amené. Et bah, d'ailleurs, justement, quand j'ai eu un rendez-vous avec Jean-Luc, il m'a laissé un message sur mon répondeur. Et alors là, je me suis dit, oulala, parce que moi, je suis un petit con, donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire pour... il va sûrement me passer à l'examen, lui. Parce que plein de gens me disaient, Godard, tu verras, il a un caractère ignoble, il engueule ses techniciens, il est super difficile. Puis d'ailleurs, même sur le tournage de Johnny Hallyday, il insulte son chef-op, machin, tout ça. Moi, je dis, bon, bah, ça va être horrible, quoi. Il va me passer à l'examen. Moi qui ne connais pas son travail, ou peu, ou bon, voilà. J'ai pris 3-4 films à la médiathèque et j'ai essayé de les comprendre, tu vois, de les comprendre comme comme ce que je pensais que ça devait, enfin par l'explication, quoi. Et je m'endormais dessus, quoi. Éloge de l'amour, j'ai dormi 4 fois dessus, je ne comprenais rien. Et les heures avançaient, il fallait que j'aille le voir, Jean-Luc. Voilà. Et puis j'y suis allé, il me dit bon, il va me trucider. On vit qu'une fois, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'est pas grave, hein, si jamais. Donc j'y suis allé un dimanche matin un peu pluvieux, comme ça.
Et puis quand je l'ai vu, alors il y a une petite mise en place quand tu arrives. Hein. Enfin, celui qui est fétichiste, il pouvait se trembler parce qu'il y avait un long couloir, juste au début de son atelier, avec des caméras à droite et à gauche, toute la littérature à droite, ou droite et la gauche sont inversées. Et puis au fond, une silhouette, et puis l'odeur du cigare. Et là, j'ai fait la photo pour la couverture des cahiers du cinéma. Mais tout le monde tripe sur ce cigare, quoi. Moi, je trouvais ça rigolo, qui ressemble un peu au Che ou à Castro, quoi. Mais bon. C'est le numéro où Jean-Luc Godard a fait une interview avec les cahiers. Ouais, voilà, octobre c'est 2019. qui sort là maintenant, là. Et elle est affichée en grand dans le hall Ouais, du théâtre. Je trouve ça rigolo, on dirait le Che, quoi. Puis en plus, bref, l'odeur du cigare en plein. Et puis d'un coup, quand j'ouvre la porte de son bureau, enfin où il est là, bah, je vois juste un petit bonhomme, quoi, assis à une table, et puis bonjour. Ben, voilà. Enfin, comment on veut pas être fétichiste d'un petit bonhomme assis à une table. Enfin, je vois pas le trip, je vois pas l'intérêt, quoi. D'admirer. Faut admirer des œuvres, admirer le paysage, mais pas admirer des gens. Enfin, je sais pas. Enfin, si, les personnes dans lesquelles tu es amoureux et tes enfants. Mais c'est une fierté, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, non, le fétichisme, je trouve ça ignoble, quoi. Enfin, voilà. Et c'est aussi d'ailleurs, oui, voilà, non, dans l'idée de comment comprendre un film de Jean-Luc Godard, du coup, je l'ai tenu en ayant mis les mains dedans, petit à petit, en ayant vu l'homme, la personne, Jean-Luc et pas Godard. Petit à petit, on voit le type qui travaille. Et par exemple, l'affiche de film socialiste, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'est tout noir. Voilà. J'avais fait une proposition, Jean-Luc avait fait des propositions de collage, de trucs. Puis moi, j'avais trouvé ça assez touchant parce que c'est un des cartons du film où il avait écrit film socialisme et il avait une titreuse vidéo à l'époque. Et il y avait comme des couches. Il avait mis JLG. Il y avait film en rouge dessus, JLG un peu dessous, et encore dessous, socialisme. C'est un peu comme s'il était en sandwich entre film et socialisme, en rouge, et lui en blanc au milieu. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'est comme s'il était pris par son film. Mais pris quoi, enfin pris dans les tenailles quoi, de l'œuvre qu'il est en train de faire. Et j'avais trouvé ça très touchant. Du coup, je me dis, comme affiche, je mettrais bien ça, où on voit Jean-Luc pris dans film socialisme. Et il est comme ça pour chacun de ses travaux. C'est un artiste, donc tous les artistes sont pris en tenaille par leur œuvre, quoi. Enfin, ils ne font pas les choses. Si Hazanavicius, cet imbécile, il fait des choses comme ça, mais un film sur Godard. Ouais, je trouve ça naze. Justement, c'est une espèce de jeu du fétiche. Mais enfin, bon, bref. Enfin bon, c'est le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Enfin, c'est un imbécile, désolé s'il l'entend, mais c'est le monde qui est comme ça, donc qui permet au penchant un peu bête de chacun de s'exprimer, parce que le monde penche dans ce sens-là. C'est une espèce de rampe vers la bêtise, quoi, qui est un peu facile. Mais surtout, elle est économique, parce que comme ça, on peut, en bas de la pente, on récolte les sous, quoi. C'est comme ces machines à sous qui poussent des pièces de monnaie qu'il y a dans le film socialiste, dans le film de Paul Grivas. On voit des machines, des trucs. Voilà, c'est ça, la bêtise d'aujourd'hui. Une longue rampe pour récolter le pognon en bas. Et donc voilà. Je ne sais plus ce que je disais avec tout ça. Vous n'allez rien en faire, tout mon blabla. Je dis que le cinéma, c'est bien parce qu'il n'y a pas de parole. Mais sur Film Socialisme, il y a un film connexe à Film Socialisme, c'est celui de Paul Grivas, Film Catastrophe, qui est présenté dans le parcours, dans la salle de ping-pong. C'est un film qui est entre le making-of et la boîte à outils, la boîte à cinéma, l'usine, pour comprendre comment était fait... Non, ce que je voulais dire, justement, pour comprendre. Oui. Peut-être pour vous, ça vous permet de comprendre. Moi, je ne sais pas ce que ça permet de comprendre le film. Mais la meilleure manière de comprendre, la meilleure manière que vous avez de comprendre quelqu'un... Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes encore jeune. Mais la meilleure manière de comprendre son enfant, c'est de le prendre dans ses bras. D'ailleurs, la première rencontre, surtout en tant que père, c'est à l'accouchement. Donc bon, c'est par la main, quoi. Ça communique par la main. Il y a le regard, on se regarde avec les petites choses qui sont sorties, qui ouvrent les yeux, tout ça. Et puis très vite, c'est le doigt qui touche la peau. Enfin bon, il y a la main, quoi. Enfin, donc voilà, c'est là qu'on comprend. C'est prendre avec, quoi. C'est comprendre, hein. Comprender, je crois, le latin, il pourrait analyser. Donc comprendre un film de Jean-Luc Godard, c'est comme ça. C'est en prenant, avec ses bras. Pas avec du papier
et du texte. Non, avec ses bras. Donc petit à petit. C'est pas. Puis une fois que vous en avez pris un dans vos bras, un deuxième, puis un troisième, puis du coup, c'est une manière une espèce de chorégraphie comme ça que vous comprenez, quoi. Enfin que du coup, vous pouvez. Ça vous est familier, quoi. Enfin, c'est un peu comme un couple ou je sais pas, un pas de deux, quoi. Et que comme ça qu'on peut ressentir un film, c'est en faisant un pas de deux avec le film. Enfin, je sais pas, donc c'est l'opposé d'immersion, qui serait qu'il y a une victime qui est le spectateur et qu'il y a un bourreau qui est celui qui te balance la purée. Donc voilà, c'est un rapport à deux, quoi. C'est comme la peinture, enfin je sais pas, ou la musique. Enfin, vous pouvez pas. La musique, c'est parce que vous y êtes ému que vous y allez vers. Si je sais pas, je sais plus quels animaux ils supportent pas le grincement des violons. C'est pas inné en soi. Bon, après il y a les plantes qui aiment le Beethoven pour le raisin, il aime bien Beethoven, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc, c'est à deux, quoi. C'est à deux au début, c'est le type qui fait la chose, qui essaie de la sortir de son cœur, corps, tout ça, pour se l'extraire, et puis après, vous réunissez avec cette excroissance, on dirait du Artaud, là, cet excrément d'artiste, et puis ça redevient une œuvre quand elle est reçue. En fait, ça devient une œuvre quand elle est reçue. S'il n'y a personne pour la regarder, l'œuvre existe, mais elle n'est pas. Donc voilà l'œuvre. Tiens, ça c'est le sac du printemps là derrière. Ça. Qui passe derrière nous. Là, on entend que Stravinsky a écrit. Et le printemps, c'est pas des roses et des petites fleurs. C'est là où tout se dégèle. C'est là où la Volga se dégèle au printemps. Là, ça c'est le sacre. Enfin bref. C'est la révolution aussi peut-être, le printemps. Ouais, mais le sac du printemps, c'est au départ, ça a été fait en 13, avant la révolution d'octobre. Et c'est révolutionnaire dans la forme musicale, dans la chorégraphie de Nijinsky aussi. Et ça reprend des mythes où on devrait sacrifier une jeune vierge pour que les plantations de l'année marchent bien, etc. Et c'est voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça, non, parce qu'il y a la musique là derrière. Ça fait une petite parenthèse. Voilà, je sais pas ce que je disais encore. Mais... Ouais, c'est encore le sacre. Attends. Sur le livre Non, parce que je dis ça parce que j'ai fait un truc d'image avec ces deux pianistes. On a fait 2 concerts il y a 2 semaines à Milan et à Turin. Où moi, je fais des projections d'images que je monte en temps réel, avec plus ou moins en temps réel. Et je fais la lumière sur Jeu et Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy et Le sac du printemps, à 2 pianos. C'est très extrêmement puissant, quoi. Et comment vous projetez? C'est aussi votre logiciel de... Non, là j'ai monté sur autre... je sais plus. Non, j'avais fait ça sur Final Cut. Puis après maintenant j'utilise Isadora parce qu'il permet de... C'est un truc fait pour le théâtre. Enfin, vous interagissez sur les choses en temps réel, quoi. Donc, il y a encore le sacre. Hein. Ça, c'est le sacre là derrière. Enfin bon. Sur le livre d'images, quels ont été vos échanges au quotidien ou sur plusieurs semaines, peut-être avec Jean-Luc Godard? Est-ce que vous allez travailler chez lui? Est-ce que vous échangez? Non, au début, je travaille chez moi. Enfin, lui chez lui, lui il me donne encore le sacre. Et lui chez lui, et moi, il me donne sa copie de travail. Et moi, je numérise, j'essaie de faire quelque chose. Ce que je fais, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la définition. J'essaie de bien faire et je me rends compte que ce que je fais bien n'est pas bien, parfois. Et que... Enfin bon, voilà, je fais tout ce travail-là. Et à la fin, on s'est installé dans son salon pour faire justement le 7.1 pour Cannes. Et pendant que je finalisais en bas au rez-de-chaussée, Jean-Luc était en haut à faire la retranscription du texte français du film en condensé. Puis il a écrit à la main dans un carnet Moleskine. Puis de faire la traduction en anglais pour les sous-titrages de Cannes.
lui-même avec un dictionnaire. Voilà, Il a fait la traduction du Il a fait la film. traduction en anglais pour les sous-titres. Après, on a placé les sous-titres. Enfin voilà, mais c'est pas ça j'ai déjà dit 1000 fois, mais on ne débat pas, on ne philosophe pas, ou alors un peu en faisant des images, mais enfin c'est vraiment par les mains, quoi. Parce que je suis pas philosophe, je vais pas commencer à me mettre à faire le travail d'un autre, je fais le mien. Enfin, ouais, le travail dans le sens travailler la matière, quoi. Et sur les remakes de films, sur ces films qui sont tordus, dont les couleurs sont changées, qui passent des fois à la couleur, comment est-ce que vous échangez avec lui sur ces... Ah bah plus Comment ça se dense, passe moins dense. Des mots simples? Bah oui, vous en mettez quoi? plus de teint dans les bas gris, plus au moins 250, ou descend là voir le level vidéo. Non, il met plus dense, moins dense, plus de brillance, moins de brillance. Enfin, je sais pas, enfin, c'est pas... C'est lui qui est à l'origine de toutes ces idées de remake. Bah, le remake, c'est le premier chapitre. Oui. Bah oui, c'est lui qui les a choisis, ouais. Enfin, Nicole lui a amené plein de copies de films, et puis après il en a disposé, quoi. Ça dépend. Il y a des plans, il y a des trucs que j'ai tourné moi aussi. Donc je lui ai donné ce que j'ai tourné, les plans en Arabie, les soleils qui se couchent, tous ces trucs un peu. Vous les avez tournés dans l'optique de ce film? Ouais, on est allé en repérage en Tunisie. Tous les deux? Tous les trois avec Jean-Paul. Et d'ailleurs aussi, Jean-Paul a fait des images qui sont d'ailleurs une magnifique image à la fin, que je cite comme exemple justement de définition. On voit à la fin du film, sur un texte que Anne-Marie dit, sur la terre qui est étouffée sous les lettres de l'alphabet. Et plus guère d'oreilles qui ne soit à l'écoute. La terre. Elle répète 2 fois la terre. Et on voit une espèce d'humanité au bord de mer, une terre un peu rocailleuse, très orange, et le mer bleu avec des vagues. Une espèce d'humanité qui joue au ballon. Enfin, je trouve qu'il y a un truc d'enfant, enfin, je sais pas, d'innocence, une humanité qui joue encore un peu au ballon. C'est magnifique, quoi. Enfin, c'est vraiment une peinture. Enfin, bon, voilà. Ça, par exemple, c'est une image que Jean-Paul a tournée avec un petit appareil photo qui filme en haute définition. Donc moi, là, quand j'ai eu cette copie-là du travail, de la cassette de Jean-Luc, j'en ai repris j'ai repris ça et j'ai repris les cassettes, pas les cassettes, mais les cartes mémoire de la caméra de Jean-Paul. Et j'ai recalé dessus, en prenant les sources haute définition. Et c'était horrible, parce que je voyais plus une humanité un peu innocente, qui joue au ballon, aux confins de son territoire, face à la mer, un autre inconnu, ou je sais pas quoi. Tout ce que je me projette, c'est du cinéma, je me projette. Et je voyais juste des touristes un peu gras, bedonnants, torse-poil, qui jouent du ballon sur une espèce de plage pleine de détritus. Inintéressant, horrible. Alors moi j'ai essayé un peu de dénaturer, mais ça n'avait pas du tout la force que la VHS de Jean-Luc, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de preuve que la définition n'a rien à voir avec la qualité d'une image et encore moins avec le cinéma. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette image? J'ai repris la copie de Jean-Luc. Il y a un autre exemple au début du film que je cite souvent, gentiment comme si je suis un vieux con qui est professoral. Mais c'est vrai, j'en parle souvent, c'est parce qu'elle me touche au début du 2e chapitre. Les soirées de Saint-Pétersbourg. Tiens, ça c'est l'international joué à l'orgue au ralenti. Qu'il a repris dans Film Socialisme, sur des plans des escaliers d'Odessa qu'on a filmé avec Paul. Qu'est-ce que je disais? Oui, au début du chapitre 2, Les soirées de Saint-Pétersbourg, il y a un plan d'un film, peut-être les historiens du cinéma reconnaissent tout de suite que c'est Guerre et paix de Bondarchuk. Mais on voit une espèce des fantômes qui avancent dans un espace très coloré, mais noir aussi, avec des silhouettes blanches cramées. Puis à un moment donné, on les sent un peu se déplacer dans une espèce de grand salon. Il y a une espèce de chandelier avec des bougies dans l'ombre. Mais ça, les couleurs. Et puis à un moment donné, même le signal vidéo, il décroche, quoi. Ça devient noir. Puis il y a des lignes horizontales. Bon, c'est magnifique. C'est la cassette de Jean-Luc. Moi, là, j'ai essayé de faire mon bon technicien qui suit suisse et helvétique et précis. J'ai donc pris le Blu-ray de ce film
Guerre épée de Bondarchuk, et puis je l'ai recalé. Et là, pareil, quoi. C'était horrible. Tu vois, oui, je voyais un film pas hollywoodien, enfin soviétique, à gros budget, un peu comme Sissi, quoi. Puis je dis, mais ça raconte rien, ça dit rien, ça fait juste un plan d'un truc. Il y a trop d'informations. Ouais. Trop et pas assez, quoi. Enfin, du coup, trop qui fait qu'en fait, ça s'arrête là. Le trop, il n'y a pas de profondeur, quoi. Il n'y a rien. Et donc, concrètement, là, alors il y a des gens qui pourraient en faire qui en parlent, mais là, c'est vrai, c'est concret. Moins vous avez, plus vous pouvez mettre de profondeur. C'est pas Marx qui disait la rareté, qui parlait de la rareté. C'est important. Enfin, c'est ça, c'est la rareté. C'est important, la rareté. Voir un film aussi, c'est important, la rareté. Non, tu cliques, tu le vois, quoi. Bah là, le fait de le voir aux Amandiers, tu dois venir, là, il pleut, faut traverser le parc, c'est loin, c'est pas à Paris, gna gna gna. Il y a une espèce de rareté pour aller vers. Et on en revient après, on se dit, bon, voilà, on a vu cette chose, on est allé voir la chose. Voilà. C'est un peu comme, vous savez, les VHS, avec le petit texte dit par Claude Berry, citant des propos de François Truffaut. Avant la VHS, je suis un cinéaste, un vidéaste, je sais plus quoi, un fascinados de la vidéo. C'est un peu con, quoi. Il faut aller voir les choses. Faut aller vers, quoi. Et c'est aussi important, ça nous permet. C'est un acte de résistance, là, Nicole pourrait être contente. C'est un acte de résistance d'aller vers, de pas se laisser immerger. Sinon, on reste pantin chez soi, on regarde sa grande télé, qui c'est plus le petit écran maintenant, hein, c'est du 80, c'est la 8K bientôt à la maison. Et puis vous abreuvez sous... Ouais, vous êtes pas abreuvé, vous êtes... ouais, alors étouffé sous les... Non pas les lettres de l'alphabet, mais sous les séries en tube qui te restent accrochées parce qu'il y a le suspense. Alors tu restes scotché à ta série, tu regardes les 4 épisodes, les 4 saisons d'un coup parce que je veux savoir la fin, puis on te triture comme c'est pas possible pour te pas le dire comment c'est la fin, puis tu veux savoir comment c'est la fin, puis t'attends la fin, puis tu passes toute ta nuit à regarder ces conneries. Tu dis que c'est pas des conneries, tu veux savoir. Arrive le truc, c'est fini. And so what? Qu'est-ce qui te reste? Rien. Mais rien. J'ai pas vu une seule série où il te reste quelque chose. Rien. À part d'avoir perdu 8 heures. Je sais pas. Autant voir un film de... Juste le cinéaste philippin là, qui fait des films de 8 heures. Ouais, voilà, Lave Diaz, là au moins, tu sais que tu vas repartir avec quelque chose qui t'a nourri. Mais sur le moment, tu t'ennuies. Tu dis, mais ça fait 10 heures qu'il pleut là, sur ce plan avec de nuit sous un lampadaire, ça va quoi. Mais tu peux te projeter, tu peux y aller quoi. C'est à toi. C'est beau quand un cinéaste ou qu'un artiste ou que n'importe qui te considère. Tu dis, t'es pas trop con. Je te considère. Et puis si tu veux pas, tu te tires, mais t'es pas obligé. Tandis qu'à la maison, on est obligé, on peut pas se tirer de la maison. On peut même plus éteindre, l'écran il est tellement grand, on peut même pas l'éteindre. Ouais. Donc voilà. Sur les caméras numériques, depuis que vous avez commencé à les utiliser, justement il y a de plus en plus d'informations, on cherche de plus en plus une très haute résolution, de plus en plus de nuances dans les couleurs, dans les lumières, dans les ombres. Comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous les utilisez ces caméras Non, après un outil c'est un outil, faut juste les laisser où elles sont, on en fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut du coup les tordre dans l'autre sens? Non, moi j'aime bien les tordre quand il faut les tordre. Mais c'est pas obligé, hein. Enfin il n'y a pas de règle, quoi. C'est pas de fétiche non plus là. Ce qu'il y a de bien, moi j'ai acheté une petite Sony, j'en vois pour une nouvelle pour l'instant, mais pour l'instant elle me va, une Sony A7S 2, 1 et 2. Je mets mes vieilles optiques Leica dessus, des Sumilux qui sont des années 80. J'ai même des 35 Summicron des années 70. À pleine ouverture, c'est intéressant quoi. La nuit, je sais pas, j'ai fait Vangel, il y a depuis peu C'est des caméras qui sont très des appareils photo. Ouais, c'est un appareil photo, j'aime bien parce que comme je vieillis, un vieux con bientôt. Qui permettent d'avoir une très haute sensibilité et de voir plein de. Mais surtout qu'elles ont un viseur électronique qui est pas trop mauvais, ce qui fait que je peux le porter à mon œil. Et là, je vois parce que si je dois cadrer sur un petit écran, j'arrive plus à faire je suis comment on appelle ça? Comment on dit? Enfin, je vois moins bien net, quoi, de près. Donc voilà, de pouvoir porter la caméra
à ton œil. Bon, déjà, c'est un peu plus embrassé. Embrassé, vous voyez, je parle. C'est marrant. Non, mais c'est plus simple, quoi. Tu peux faire le point avec ta caméra, tu la tiens vers toi, et puis tu fais partie du truc, quoi. T'es dans ton machin. Et voilà, mais et puis parce que j'ai pas d'argent pour m'acheter la grosse Arriflex. Là, j'ai un projet de film donc sur le lac qui s'appelle Le Lac. Ici, la suite lacustre est un terrain d'exploration plutôt. Un territoire d'exploration. Non, le garçon qui pourrait tenir la caméra pour moi, c'est vrai que c'est pour mon film, j'ai un peu peur de faire la caméra moi-même avec les acteurs, parce que j'ai un peu peur de ne pas me concentrer suffisamment ou sur les acteurs ou sur la caméra, donc d'oublier d'allumer la caméra, de faire la netteté ou d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, enfin ce genre de conneries. Donc je vais prendre quelqu'un, puis aussi avec qui on avait fait mon premier court-métrage. Mais lui, comme c'est un technicien, il dit moi j'aimerais tourner avec une Arriflex, Harry, Alexa, machin. Bon, moi, les standards du marché, celles qui sont utilisées partout. Ouais, mais moi je veux bien essayer. Hein. Enfin, moi j'ai pas de. C'est des images qui peuvent être tordues aussi. Je sais pas. Après, faut voir ce que ça fait dans ta main. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de qualité, quoi. Enfin, il n'y a que ce que tu en fais, quoi. Et après, si elle est trop lourde et trop fatigante, ou tu n'arrives pas à la mettre au bout d'un bras, alors on la prendra pas, quoi. Mais je veux bien essayer. Ouais. De toute façon, ça change rien. C'est pas la caméra qui fait l'image. Hein, c'est quand même qu'est-ce que tu veux exprimer avec et où tu te places, qu'est-ce que tu regardes, comment tu montes. L'exemple de film du livre d'images avec l'image que Jean-Paul a fait, qui était en trop haute définition, enfin voilà. Dans ce cas-là, il fallait plutôt travailler en VHS. Mais on aurait tourné cette image en VHS comme on a tourné avec des toutes petites caméras dans Film Socialisme. Ce qu'il y a aussi bien dans Film Socialisme, c'est la différence. Si tout avait été tourné avec les Arcos, ces toutes petites webcams portatives qu'on a utilisées, ça serait pas intéressant. Ce qui est intéressant dans Film Socialisme, c'est justement qu'on tourne avec le 5D qui semblait être une définition insensée et les petites caméras vidéo de l'époque. Et c'est le rapport entre plusieurs matières. Ouais, voilà. Texture. Pour Film Socialisme. Oui. Pour mon film, ce ne sera pas dans la forme de la caméra que la matière doit s'exprimer, mais peut-être sur la peau, sur un regard, sur le geste, sur le mouvement, sur une tonalité sonore, voilà. Pour mon film. Hein. Parce que moi, ça tiendra pas par la parole, ça tient sur les peaux, les gestes et les regards. Est-ce qu'aujourd'hui, un film que vous réalisez, il va surtout se faire en post-production ? J'ai pas compris. Un film que je ferai moi ? Oui. Ah. Est-ce que c'est là où qu'est-ce qu'on entend par post-production ? À partir du montage, après le tournage. Est-ce que c'est là où la matière de la caméra va être... À partir du montage, oui. Le film se fait à partir du montage. Mais c'est pas de la post-production, mais c'est la production, quoi. C'est là qu'on produit du montage, quoi. Enfin, c'est là que ça se fait. Après, pour ça, alors je rejoins... Je suis assez... C'est pas que je rejoins, c'est que je suis tout à fait... J'adhère totalement à comment Jean-Luc travaille. C'est que le tournage, c'est juste aller faire ses courses. Et on remplit ses étagères, ou son frigo, ou son garde-manger. Et après, on compose. On fait de la cuisine. Ouais, on compose, quoi. Comme on va chercher les notes, et puis après, on les instruments, et après, on les compose. On fait l'œuvre... oui, le cinéma, c'est du montage, quoi. Et même si vous déplacez le montage sur le tournage, c'est pas interdit. Hein. Vous pouvez te dire, tiens, je pense déjà montage quand je tourne. Enfin, voilà, donc vous pouvez faire Mais donc la production, c'est là. Après, les finitions, ce qu'on pourrait appeler alors la post-production, c'est une fois que le film existe, c'est le mixage, étalonnage, les parties un peu plus techniques. Mais même pour moi, le mixage, ça fait partie de la production. C'est là qu'on donne... c'est comme si on disait à un chef d'orchestre que son travail musical, il se porte jusqu'à la première, quoi. Enfin, il n'y a pas un moment où on se dit non, là tu fais plus que des conneries techniques. Non. Donc le mixage, ça fait entièrement fait partie entièrement complète. Enfin, l'étalonnage aussi, enfin les couleurs fait partie du. On peut créer plein de choses. Oui, donc ça fait partie de la production. La post-production, c'est juste tirer des copies, quoi. Enfin, si on considère comme ça, post-production.
Et enfin, ouais, voilà. Justement, dans la liste des courses que vous avez faites, il y a des images qui nous ont sauté aux yeux plus que d'autres. Par exemple, celles qui sont les images qui ont été fabriquées et diffusées par l'État islamique, par Daesh. C'est des images qui aujourd'hui qui ont un statut peut-être de paria, qui sont d'une violence inouïe, qui sont immontables et peut-être immontrables. Et pourtant, vous l'avez fait avec Jean-Luc Godard. Pourquoi avoir fait le choix de les monter et de les montrer? Bon, vous nous poserez la question si vous le voyez. Bah, lui, elles sont partout ces images. Bah, franchement, on n'a pas pris beaucoup de temps pour les trouver. Hein. Enfin, voilà. On les voit pas au cinéma. Non, mais on les voit tellement partout. Donc le fait de les montrer au cinéma, ça permet de les sortir, de les montrer comme ça. Hein. Oui. Il y a un autre film que j'ai vu de l'équipe de Sokourov que j'ai vu dans un festival où là, ils s'étalent sur des images du genre et là, c'est nul. Là, juste ces bribes-là, ça permet justement de les sortir, de les détourner face à un acte de résistance. On les sort de l'endroit où elles doivent être et du coup, on leur tord le cou, quoi. Donc je trouve que c'est normal de le faire. Dans ce sens-là. Moi, je ne le ferai pas pour mon travail parce que je n'ai pas un film qui a besoin d'un rapport franc. Enfin, si franc, oui, mais frontal comme ça. Mais chez Jean-Luc, évidemment, vu que c'est le chapitre sur les remakes, les copies. Donc c'est pour ça qu'il associe un film de Pasolini où on voit des nazis qui jettent à la mer des partisans. Et ben, il associe ça avec des images de Daesh. Et la même chose. Et Vertigo ensuite. Et Vertigo, ouais, mais c'est associé à... Je sais plus, parce qu'on sait plus à qui qui est quoi le remake de quoi en fait. Non, il y a Vertigo et c'est un plan après d'un autre film beaucoup plus ancien où on voit quelqu'un qui arrive, un film noir et blanc. Et on voit une fille sur la berge et il y a un type qui arrive, enfin une espèce de corps qui flotte à l'eau et qui arrive vers lui, vers elle. Donc le remake il est après, c'est pas. Moi j'ai associé le. Bah oui, bah ça c'est normal, c'est bien, c'est intéressant justement d'associer. On ne sait plus ce qu'on associe à quoi, mais. Parce que les plans sont pas dans le même ordre, mais. Enfin ils sont pas successifs, mais moi j'ai associé la personne qui est jetée de l'immeuble à dans Vertigo la femme qui se jette à l'eau. Et le type qui vient la récupérer. Oui. Bah ouais, bah il y en a un dans Vertigo, il y a un type qui vient la récupérer et puis qui la ramène. Et dans le plan d'après ou d'avant, ce film noir et blanc que Nicole dira tout de suite qui c'est, Jean-Luc aussi, mais moi je m'en souviens plus. Bah il y a quelqu'un qui est encore sur la berge, va-t-elle se sauter à l'eau pour aller le récupérer lui? Parce que là, c'est lui qui est dans l'eau et elle qui est sur la berge, alors que dans Vertigo c'est l'inverse, c'est elle qui est dans l'eau et lui qui est sur l'escalier, sur le quai. C'est l'inverse. Mais c'est un remake, mais c'est inversé. Et d'ailleurs chez Jean-Luc, il a fait le remake de Johnny Guitar, où dans Johnny Guitar, c'est lui qui dit Tell me lies, dites-moi des mensonges. Quoi que non, c'est aussi elle qui le dit dans Le Petit Soldat. Enfin bref, il n'y a pas de règle de toute façon. Le livre d'images, c'est aussi un petit objet tiré à 1500 exemplaires. Copie conforme du script réalisé par Jean-Luc Godard. C'est pas le script, non, c'est justement le cahier de sous-titres. C'est le cahier de... Juste le cahier de sous-titres pour Ken. Ouais, ce que je vous ai dit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une partie en français et une partie en anglais. Bah ouais, c'est ce que je vous ai dit, c'est le condensé du texte français. Il a fait la transcription du texte français, puis il l'a traduit en anglais. Et ça a servi pour nous pour faire les sous-titres. Puis après, il a gardé le cahier Moleskine sur lequel il avait fait ça. Il a collé des images à gauche, extraits du film, comme ça faisait un peu le livret. Vous savez, comme à l'opéra, il y a le livret. Voilà. Bah voilà, c'est le livret du film, du livre. Non, c'est pas le scénario. Hein. Le scénario, c'est une étagère. Une étagère complète. Ikea, ouais, avec les. Enfin, il y avait un peu de paperasse, mais un peu de collage en papier. Mais il y avait surtout une étagère Ikea avec pour chaque séquence un étage avec les films, les livres, les extraits, les photos, les trucs dessus. Et puis un cahier de montage qui est à chaque coupe, il a noté le code de la source, le nom, etc. pour que moi je m'y retrouve.
Et ça, voilà, le scénario, il s'est fait au montage. Mais là, c'est vrai. Enfin, alors, il y a des gens il y a plein de gens qui, enfin, il en a fait des discussions, de dire oui, le film s'écrit au montage. Mais là, c'est concret, quoi. C'est juste un cahier de travail, le scénario, de montage. Un cahier de travail de montage. Le scénario, c'est un cahier de travail de montage. Voilà. Et parce que c'est son travail à lui. Après, si vous travaillez avec des actrices ou des acteurs qui ont besoin qu'on leur dise des choses pour qu'elles puissent donner quelque chose qui n'est pas... Enfin, il faut donner une partition pour qu'elles puissent jouer leurs propres notes. Eh ben, il faut bien écrire une partition, enfin, ou trouver une partition. Ou voilà. Donc, là aussi, il n'y a pas de règle. Il ne faut pas être fétichiste à la Godard et dire non, je travaille comme lui, alors je ne fais pas de scénario. D'ailleurs, le prochain film de Jean-Luc s'appelle Scénario. Juste scénario. Le titre, ouais. Ça, le scénario, il est dans le titre. Comme ça. Vous avez aussi filmé la fabrication du livre. L'impression du livre. Oui, bah, c'est moi qui j'ai scanné. Puis après, j'ai choisi l'imprimeur, on a choisi le papier, on a choisi tout ça. Et bah, du coup, ouais, quand ils ont imprimé, moi je suis allé voir, donc j'ai filmé ça. Ouais. Je trouvais ça assez beau. C'est une très bonne imprimerie à Lausanne. Imprimerie Genoux qui imprime des trucs pour l'art. Voilà. Bah, moi j'ai rarement imprimé en offset. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà édité un livre. Moi c'était la première fois que j'ai édité un livre, donc je voulais voir comment ça se faisait. Il fallait documenter cette. J'avais ma caméra avec moi. Oui, je trouvais ça assez beau, quoi. C'est assez beau parce qu'en fait il y a des espèces de fouets à peinture. Je pensais pas que la peinture en offset c'était de la... Ah mais c'est la peinture en bidon, quoi. On met le rouge, c'est un bidon de rouge, quoi. Enfin on le verse comme ça. On voit un bidon de bleu. Je pensais que c'était des cartouches ou je sais pas quoi. Non, c'est du bidon, quoi. C'est de la peinture, quoi. Comme peinture de façade, quoi. Et je trouve ça assez étonnant. Est-ce que vous filmez beaucoup au quotidien ? J'ai pas mon téléphone avec moi. Non, j'ai pas mon téléphone. Mon téléphone, il a fini au fond du lac, donc j'ai récupéré le téléphone que j'avais, qu'on voit dans les mains d'Adieu au langage, là. Donc c'est un vieux truc la caméra est un peu fichue, et puis mon appareil photo, je l'ai pas avec moi, là. Donc, et aussi, j'essaye de me restreindre un peu, parce que... Faut pas tout filmer ? Bah ouais, puis après, il y en a trop d'images, quoi. Puis quand je suis en famille, j'ai le défaut, parce que sur Adieu au langage, j'avais tout le temps des caméras avec moi, parce que ça me permettait d'essayer des choses. Et mes enfants qui courent dans les oliviers, hop, j'avais des caméras GoPro un peu comme celle-là. Ouais, ça en est deux comme celle-là. Je les avais dans la main, alors du coup j'ai fait un plan. Et puis les enfants ils m'ont dit Fabrice arrête, papa arrête. Sois avec nous, quoi. Vous filmez aussi beaucoup vos voyages en bateau ? Non, alors ça c'est un projet de film. Alors j'ai acheté un bateau pour le projet de film, donc c'est normal que j'y aille avec une caméra. C'est pour le film, j'ai acheté le bateau pour le film. Donc c'est un lieu de tournage, quoi. C'est un lieu de travail, le bateau. Ça va, on n'a pas à se plaindre, hein, quand j'achète un bateau pour faire un film. Ça va, il m'a dit, vous allez vous dire, dis donc en Suisse, c'est pas mal. Mais en fait, j'avais reçu une bourse, je suis pas bourgeois, hein, du tout, mais j'avais reçu une bourse d'argent de la Société Suisse des Auteurs. J'avais gagné un concours pour écrire un scénario. J'ai écrit le scénario, mais j'ai pas utilisé cet argent, j'avais laissé sur un compte. Et l'argent, il faut pas le laisser sur les comptes. C'est inintéressant. Il faut que l'argent, ça serve, quoi. C'est comme l'eau, c'est un bien commun, comme il dit au début du film socialiste. Il faut que ça circule. Et là, je me suis dit, j'ai besoin d'un truc pour commencer à aller un peu plus en avant dans mon projet. J'achète j'ai utilisé l'argent du scénario pour acheter un bateau. Voilà. Et donc vous tournez dessus ? Et je tourne dessus, au propre comme au figuré. Vous filmez aussi en naviguant ou c'est... Ouais. Si, non, là, j'ai toutes les images, j'étais seul un peu à bord. Notamment, dans le dernier Boulder, je suis allé et on a eu un des orages les plus violents qu'il y a eu sur le lac. J'étais seul à bord. Donc j'ai fait quelques images, mais à un moment donné, j'ai dû lâcher la caméra parce que je devais me tenir d'une main et tenir la barre de l'autre parce que j'étais prêt à chavirer. Et pourtant, c'est une grande surprise. Hein. C'est un bateau qui fait 10 mètres avec une quille à 2 mètres sous le niveau de l'eau. Qui doit tenir. C'est un bateau qui doit tenir des creux de 7 mètres. Mais là, à un moment donné, j'étais dans les rouleaux des vagues avec un vent à 120 km/h. Je voyais pas la proue du bateau. J'étais seul. Maintenant j'ai lâché la caméra. Donc, vous avez quelques images quand même de cette... Ouais, ça tourne.
dans la suite lacustre. Je vous invite à, je sais pas quand vous passez votre truc, mais venez voir. Hein. C'est unique, après il n'y aura plus. Après c'est démonté, c'est fini. Quoi. C'est intéressant de faire du cinéma éphémère. Vous avez fait un test qu'on peut voir sur votre page Vimeo de suite lacustre en réalité virtuelle. Ah oui, c'était pour donner à voir ce que j'avais un peu bricolé à Rotterdam. Et comme j'avais pas de caméra là-bas, pas vraiment, mais j'ai pas vraiment filmé. Et alors pour donner compte, rendre compte d'un peu le gauche, droite, face, enfin les 3 écrans, j'ai fait ça en réalité virtuelle, comme ça, c'est un moyen technique pour... bon voilà, je voulais essayer. J'aime bien essayer, hein, je vous ai déjà dit ça. Mais... Et puis il y a des gens qui sont venus vers moi l'année dernière, parce que je travaille avec Jean-Luc, est-ce que vous pourriez faire un film en 3... Pas en 3D, en réalité virtuelle. Hein. Je dis mais pourquoi pas ? Même si je considère que ce qui est intéressant, c'est l'inverse. C'est pas la réalité virtuelle, c'est l'imaginaire concret qui est intéressant. C'est mettre de l'imaginaire dans le concret, c'est ce que je dis ici, se projeter. C'est qu'on est dans le concret et on se porte vers un imaginaire. Il n'y a pas besoin d'avoir un casque. Non, et la réalité virtuelle, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est déjà inexistant et c'est une réalité qui n'existe pas. Enfin, non, il faut être dans le concret, là, ici et maintenant, ton cul posé sur ce fauteuil dans ce théâtre, et tu te projettes dans ton imaginaire, et pas l'inverse. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, bon, si les gens ils chopent la pointe en mettant un casque sur la tête, bon. Mais c'est même pas, je sais pas, c'est même pas agréable, quoi. Vous restez pas 1h30. Imaginez un film de Lavdias en réalité virtuelle, quoi, 8 heures avec un casque. Non, c'est... Une expérience à perdre ses yeux, peut-être. Ouais, mais c'est parce que c'est pas, je sais pas, mais... je sais pas. Je sais pas, en tout cas j'ai essayé de voir, hein. J'ai essayé dans tous les festivals, me dire regarde ça, c'est bien. Je sais pas. J'ai vu que des lieux communs, quoi. Moi j'en fais plein, hein, des lieux communs dans ma suite lacustre, mais au moins tu peux tu peux t'y projeter, quoi. Enfin tu fais autre chose, tu peux refuser. Tandis que là, tu peux pas. Tes pieds et mains liés, quoi. T'es emprisonné dans le truc. Tu peux pas regarder ailleurs. Tu peux pas. Non, parce qu'on emporte te grailler le nez. On emporte l'écran avec nous. Bah ouais, puis tu peux pas. Je sais pas, tu peux pas. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Vous nous avez parlé de votre société de production. Association de production. Un outil collectif à produire du cinéma. Voilà, les mots justes. Comment est-ce que... Vous tentez de produire du cinéma. Est-ce que vous y arrivez ? Ouais, cette année on a fait plein de films. Ouais. Pas le mien parce que je trouve pas d'argent, mais ceux de mes camarades ils en trouvent. Donc il y a des documentaires, un court-métrage fiction, 2, 3, 4 longs-métrages documentaires ou documentaires de création comme on dit. Et un court-métrage fiction cette année. Et puis moi j'espère un long-métrage fiction l'année prochaine, Le Lac, avec Clotilde Courreau et Bernard Stamm. Il faut trouver de l'argent pour faire ce genre de film ? Bah, si je dis Clotilde Courreau et Bernard Stamm, il faut que je les paye. Puis comme ils n'habitent pas à Lausanne, il faut bien qu'ils viennent. Il faut les loger, les nourrir. Et puis ce garçon avec qui j'ai envie de travailler pour qu'il m'aide à tenir la caméra, il faut bien le payer. Puis il y a peut-être un petit gars aussi qui va donner plein de conseils et de manières techniques pour fixer des caméras sur ce bateau. Parce que j'ai envie que la caméra soit solidaire du mouvement du bateau. Même quand Clotilde serait en tête de mât, qu'on puisse la voir en plongée depuis en dessus, mais que ce soit solidaire du bateau. Enfin bref, il y a plein de petites combinettes. Comme dans le film Léviathan, que vous avez peut-être vu. Le truc en GoPro ? Oui. Ouais, mais là aussi, à un moment donné, c'est un peu... Ouah, la GoPro, puis après... Bon, j'ai rencontré la réalisatrice. Verena Parvel. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça s'étouffe de lui-même, quoi. C'est bien au début, c'est curieux, puis après, ouais. Et après, ça cherche à vouloir dire quelque chose. Difficile, ça, d'exprimer sans chercher à vouloir dire quelque chose, mais d'exprimer. C'est comme la citation de Proust, qui serait une fausse citation de Manet,
Monet, qui dit que le plus dur, c'est pas de peindre ce qu'on ne voit pas, parce qu'on doit peindre que ce qu'on voit, mais de peindre qu'on ne voit pas. En parlant d'un paysage avec une rivière, puis un coin dans l'ombre, où le soleil n'est pas encore arrivé le matin, etc. Peindre qu'on est aveugle. Pas peindre qu'on ne voit pas, mais peindre ce qu'on ne voit pas. Bah là, dans Léviathan, je peux pas imaginer que oui, on va dire ça, on va exprimer ça, on va jouer sur le côté formel, de la matière, machin. Hein. Et faire attention, quoi. Après, il faut. Tu vois, chez Jean-Luc, le film Socialisme, par exemple, on dit oui, la matière, chaque caméra, mais très vite, il le casse. Et quand il y a une musique un peu lyrique, un peu. Il aime bien, hein, comme là, on l'entend. On y va. Bah, très vite, il coupe, quoi. Et puis, il joue aussi avec sa grosse voix. Hein. Mais il coupe. C'est-à-dire, dès que vous êtes emporté par une espèce de truc, hop, coitus interruptus, quoi. Donc, voilà, il faut dire attention, non. Bah, c'est un peu peut-être protestant, j'en sais rien. Hein. Moi, je suis pas religieux du tout, mais il faut pas. Tandis que là, Léviathan, c'est non-stop, quoi. Pourquoi il y a pas, ça s'arrête pas? Pourquoi d'un coup, il y a ça et ça. La frontière, il n'y a pas là, donc c'est un peu. Voilà, ça m'inquiète. Mais c'est intéressant, hein, mais à faire, je crois que c'est super intéressant à faire. C'est génial à faire, de monter ces petites caméras et puis d'essayer ce truc. Non, c'est pas simple à faire, en fait, un travail. Tout travail. Hein. Vous avez le temps de voir beaucoup de films? Non. Mais c'est pas à cause du travail avec Jean-Luc ou des projets de films, c'est à cause du. C'est à cause que si j'ai des enfants et une vie de famille qui sont encore trop petits pour aller voir des films de Bergman, alors voilà, mais quand je peux aller à la cinémathèque, j'y vais. Mais c'est vrai que j'ai plus de plaisir à aller à la cinémathèque. Ou alors ce qui est super, c'est quand une ou deux fois on m'a proposé d'être jury dans un festival de films à Locarno. C'est là que j'ai rencontré Clotilde, on était jury tous les deux jurys. Parce que là, c'est un moment privilégié, vous dites, bon bah là, je suis obligé de voir les films. Et même pas être avec des copains avec qui tu vois voilà, t'es un peu à part, tu vois les films, bon voilà, tu les vois tous et tu dois porter un regard là-dessus. Et là, j'ai trouvé super, et j'ai vu des trucs très bien là. Bon, c'était en 2015 à Locarno. J'avais trouvé un film magnifique, on a donné un prix, un film de Big Ann, qui s'appelle Kylie Blues. Et il sortait là, c'est la première, et j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Qui est fait avec des Canon 5D. Des Canon 5D. Ah peut-être, ouais, des petites caméras. Là, je m'en fous moi de la caméra. Mais il y a un très très beau plan séquence. Ouais, un plan séquence. Et c'est un film qui a été fait avec très peu de moyens. Ouais, voilà. Et après, $3000. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, si on compte qu'il a quand même mangé, qu'il a quand même fait plein de trucs, ça coûte plus. Peut-être l'a dépensé. Voilà, enfin bon, il était à plusieurs. Mais non, ce film, attends, vraiment magistral, on l'a vu 2 fois dans le jury, parce qu'on voulait être sûr. Moi, j'étais à peu près, parce que j'avais pas réussi à lire ce qui était écrit au début, les citations de Bouddha au début. Et puis, je sais plus qui dans le jury, je crois que c'était Clotilde. Mais, enfin, moi, j'y suis retourné aussi, parce que j'avais envie de le revoir. Mais pour se préciser qu'est-ce que c'était que ces citations de Bouddha, mais en fait, moi, j'en avais pas besoin, puis je m'en fichais. Mais en fait, elles correspondaient assez bien à ce que j'avais ressenti. Et il y a un rapport sur le temps que je trouve magnifique, quoi. La matière et le temps aussi là-dedans. L'expression du temps dans ce plan séquence, l'expression du temps, là. Puis des trucs tout simples, quoi. Le panoramique avec le train qui passe à l'intérieur d'une cave. Je trouve ça... C'est con, mais c'est juste il projette une image. C'est même pas un effet spécial de post-prod. Hein. Il a pris un vidéoprojecteur, il a projeté une image d'un train à l'intérieur d'une cave, et tu fais un panoramique dessus et tu repars. Bon voilà, ça c'est une espèce de truc magique. J'ai vu le 3D qu'il a fait. Voyage au bout de la nuit. Ouais. J'en ai même un DCP et je l'ai vu, c'est pas mal parce que je l'ai vu à la Biennale. C'est un très bon festival, la Biennale, à Vienne en novembre. Il y a vraiment des trucs super là-bas. Je vous conseille, c'est peut-être même le festival qu'il faut soutenir. Malheureusement, le directeur est décédé il y a 2 ans, ou l'année dernière, en été de l'année dernière. Hans Hurch, qui était un truc génial, un type génial, un ours, comme il n'y en a plus maintenant. C'est ça, il reste Jean-Luc, quoi, mais... Et puis Straub, qui l'a mis dans le même coin. Mais petit ours, hein, Straub, quand même. Il a la voix. Bref, mais tandis que Hans, c'était une armoire à glace, quoi.
Mais donc à la Biennale, et moi j'ai vu ce film-là en 3D, 2D et 3D, et à minuit et demi, genre fin de festival, et je m'endormais un peu. Et c'est super de voir ce film quand tu t'endors un peu, tu sais plus ce que tu rêves ou pas, de toute façon c'est un peu ça. Donc j'ai bien aimé, mais c'est beaucoup moins intéressant que Kylie Blues. Parce qu'évidemment, là, il y a beaucoup de moyens, tout ça, c'est très bien. Il y a des moments de grâce fantastiques, là, je trouvais magnifique. La pluie dans une espèce de travelling avant en voiture, tu fais un bête travelling avant en voiture dans un tunnel, quoi. Puis la pluie qui tombe, et puis qui tombe plus. Bon, mais un truc, tout à coup, tu dis, waouh, tiens, c'est du cinéma. Là, j'ai vu du cinéma. M'en fous, la caméra. Ça peut être une Alexa, ça pourrait être un iPhone 3. Ça change rien, quoi. Donc là, je trouve que l'idée est plus forte. Et chez Jean-Luc, l'idée est plus forte aussi que toutes les caméras. Il a eu envie, quand c'est dans son histoire, de tourner avec des grosses Movicam America, scope énorme, parce que c'est un petit garçon, et puis tous les petits garçons, ils veulent aussi faire ce que les autres ils font avec leurs grosses machines. Mais ça change pas grand-chose dans le film. Il aurait tourné en 16, ça aurait été... Le mépris, il aurait... Non, si, quand même, en grand écran, c'est pas mal. Non, il a joué avec la technique quand même. Ouais. Donc voilà, ouais, je vois des, mais pas dernièrement. J'ai pas vu des choses. J'ai pas entendu ni vu de choses qui m'ont entendu dire de choses sur des films. Si, je crois qu'il y a des films au FID l'année dernière qui étaient pas mal, mais que j'ai raté aussi. À Marseille. Ouais. Quels sont vos prochains chantiers visuels avec Jean-Luc Godard ou avec vous, avec Pipo Del Bono? J'ai plusieurs trucs. Là, avec Jean-Luc, il y a ce nouveau projet, mais qui est encore en papier pour l'instant. Scénario, il y a... De quoi ça va parler, scénario aussi les cahiers, il en parle tout plein partout. On n'a pas encore pu lire. Vous le lirez, puis vous pouvez lire à votre micro, comme ça tous les auditeurs du podcast ils pourront comprendre. Parce que Jean-Luc il en parle lui-même, donc autant le laisser lui laisser parler, que lui en parle, lui laisser la parole, quoi. Mais bon, il y aura ça à faire. Il y a peut-être d'autres projets qui vont se greffer avec Jean-Luc. Et puis il y a un truc que je fais avec 2 architectes et un sculpteur. J'ai participé à un concours pour s'occuper du pavillon suisse de la Biennale d'architecture l'année prochaine, et on a gagné ce concours. Donc je vais m'occuper du pavillon suisse de la Biennale d'architecture l'année prochaine, qui est un truc sur une étude de territoire. Alors là, j'ai un domaine que je connais pas, celui de l'architecture, même si j'en ai fait quand j'étais entre 18 et 21 ans. Je faisais de l'archi, mais j'ai un peu oublié ça. Mais tandis que là, je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une étude de territoire? Voilà, c'est une étude de territoire sur la frontière. Du territoire de la frontière, se posant la question de l'épaisseur de la frontière. C'est à quelle épaisseur une frontière? Alors, vous allez construire quelque chose? Vous allez construire quelque chose? Oui, on va construire ça, des maquettes. On va faire des maquettes de différents lieux de la frontière suisse, mais pas faites par des topographies réelles ou réalistes, ou par des architectes, mais par les gens qu'on rencontre dans le terrain, qui vivent la frontière dans leur quotidien, dans leur vécu, dans leur histoire, dans leur rapport direct. Et donc c'est pas les maquettes réalistes, c'est un peu des maquettes. Et puis moi, de ces rencontres avec ces personnes que je filme, j'en ferai après un montage, mais qui sera pas sur un écran de cinéma ou de télévision, mais qui sera projeté sur les maquettes. Du coup, c'est un montage dans l'espace. Et en relief, ça dépend. Si c'est au milieu des Alpes, c'est évidemment beaucoup plus en relief que si c'est sur le lac de Constance. Mais voilà. Et les rapports, par exemple, je trouve que le lac de Constance, c'est un hasard, mais il y a quelque chose de... On a rencontré une personne, et moi je sens énormément l'espèce de sensation de la mort. Comme quelque chose de... Une espèce de calme, d'arrêt de quelque chose, comme entre l'arrêt du temps, quoi, une espèce d'étouffement, comme ça. Et le lac de Constance, c'est comme ça. Enfin, quand on y était, il était comme ça. Donc la maquette, ce sera aussi comme ça. Et puis, c'est étrange, parce que sur le lac de Constance, il y a 3 frontières, il y a l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Et cette zone-là, ça s'appelle un condominium. C'est un terme qui dit ça veut dire une espèce de flou. C'est pas un flou juridique, mais c'est une espèce de rapport bizarre à 3. Bon, bref, voilà. Par exemple, il y a ça, il y a l'histoire de l'immigration, aussi des réfugiés, des passeurs, des contrebandiers sur les frontières au milieu des Alpes. Il y a les frontières naturelles du Doubs, il y a les frontières pas naturelles du tout à Chiasso.
comme au Chiasso avec tous les immigrés qui tentent de passer, etc. Il n'y aura pas de film dans cette... Si, justement, je vais filmer, interviewer, récolter du matériau cinématographique, si on veut, ou cinématographique, et aussi témoignage. Et de ça, je vais en faire une œuvre audiovisuelle sur les maquettes qui seront en cire. Donc c'est un peu translucide. Et puis parfois c'est opaque, parfois c'est translucide, parfois ça mange l'image, et parfois ça la retient. Si vous aviez un mot à dire à des jeunes qui voudraient faire du cinéma, se projeter dans le monde, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je suis pas assez vieux encore pour dire ce genre de choses. Même si vous deviez parler à vous à 20 ans, enfin... À moi à 20 ans? Au vous de... Quand vous aviez 20 ans. Pose-toi pas trop de questions. C'est tout? Ouais. Ah bah, très bien. Comment est-ce que vous voyez dans 20 ans alors? Comment je me vois dans 20 Oui. ans? Posez-moi pas trop de questions. Bon, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup Fabrice Aragno d'avoir participé à ce nouveau grand entretien de Négatif, enregistré depuis le Théâtre des Amandiers de Nanterre. Te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Voilà la réponse à la question dans 20 ans. Merci à vous. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez découvrir la biographie de l'invité, des extraits vidéo des films, et là il y en aura beaucoup, ainsi que des liens pour approfondir le sujet s'il vous intéresse. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt.